Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidaridad. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur UHTL et RCFM pour suivre ce nouveau contraste réalisé en partenariat avec Corse Matin. En ces temps de primaire socialiste dont nous connaîtrons le vainqueur à peu près d'ici 2 heures maintenant, à contraste, eh bien, nous prenons l'exact contre-pied pour nous intéresser à l'autre grande famille politique, celle de la droite qui a depuis belle lurette choisi son candidat en la personne de François Fillon. Pour autant, tout n'est pas idyllique, loin de là, dans le camp libéral. On l'a encore vu cette semaine, c'est même le contraire, avec l'amorce d'un mouvement de fronde au plan national et avec des répercussions au plan local, particulièrement en Corse du Sud. Alors, division, manœuvre, rumeur de candidature à l'occasion des législatives, l'histoire semble un éternel recommencement. Alors, pour éclaircir le débat et tenter d'en savoir plus sur la situation réelle de la droite et ses développements, nous recevons aujourd'hui le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Et Patrick Winchiguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors je disais il y a un instant, les socialistes choisissent leur candidat. Benoît Hamon fait figure de grand favori. C'est la gauche bien affirmée du Parti socialiste, programme très connoté. Finalement, cette donne à gauche vous laisse un boulevard. Vous savez, d'abord, nous allons voir dans 2 heures qui sera le vainqueur de ce scrutin. M. Hamon part, il est vrai, avec un avantage substantiel. Le débat qui s'est déroulé il y a 2 jours me semble avoir plutôt tourné à son avantage dans l'esprit des gens qui vont se prononcer. Ceci étant dit, nous verrons. M. Hamon a un programme de gauche affirmé, irréalisable, je le dis très clairement, tout comme l'a dit Manuel Valls. C'est un retour à une gauche qui ne prend pas les responsabilités de la gouvernance lorsque elle est au pouvoir et fait rêver les gens lorsqu'elle est dans l'opposition. Et je crois que le Parti socialiste aujourd'hui est véritablement en prise à ces 2 gauches irréconciliables qui le minent depuis 5 ans maintenant. Mais le programme, justement, on parlait du programme. C'est vrai que celui de Hamon est extrêmement connoté, mais celui de François Fillon, il l'est tout autant à sens inverse, en particulier sur le domaine social. Il y a d'ailleurs beaucoup de critiques à droite sur le programme social de François Fillon. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il amende ce programme, selon vous? Visiblement, il n'est pas parti pour. Il y a eu un vote le 27 novembre. Vous vous souvenez où j'étais, qui je soutenais, et j'en suis fier, je soutenais Alain Juppé. Ce vote, il n'a pas eu l'ombre d'un soupçon. 2 tiers des personnes sur 4 millions de votants ont choisi François Fillon et de ce fait son programme. Et moi, j'ai signé une charte sur l'honneur en disant que je m'engageais à soutenir celui qui gagnerait. Je suis un homme d'honneur, je soutiendrai François Fillon jusqu'au bout. Oui, mais ça n'empêche pas les aménagements. Oui. Mais vous êtes à l'aise avec tout le programme de François Fillon. On parle notamment de la Sécu, de la suppression de 500 000 fonctionnaires. C'est les sujets qui font le plus débat dans la société aujourd'hui. Vous êtes à l'aise avec tout ça ou... Nous avons des différences, mais nous sommes une famille politique qui a ses tendances, tout comme la gauche les a. Je remarque que les différences que j'ai avec François Fillon sont nettement moins fortes que celles que Manuel Valls et Benoît Hamon entretiennent. Mais par rapport à Emmanuel Macron, c'est un véritable danger, cette candidature. On a Benoît Hamon, effectivement, vous ne le craignez pas beaucoup, on l'a bien compris. En revanche, Emmanuel Macron, qui apparaît un peu jouer sur les 2 tableaux, droite et gauche, est-ce que ce n'est pas l'adversaire le plus dangereux, finalement, pour vous? Nous verrons. Moi, je vais vous dire... Les primaires, libéral et à la fois protecteur, ce que n'est pas François Fillon. Et sur quel élément vous vous prononcez aujourd'hui? Sur les sondages? Sur ses discours, il a même écrit un bouquin, etc. Sur les sondages. Il n'a pas de programme, M. Macron. Oui, tout le monde le sait et tout le monde le dit. Il a pas mal parlé jusqu'à présent. Il y a eu des meetings avec... Oui, voilà. Des meetings. Nicolas Sarkozy remplissait les salles. Moi, je vous dirais que les sondages ont démontré, notamment à l'occasion des 2 primaires, celle de gauche et celle de droite, plus celle de droite encore, qu'ils pouvaient se tromper. Ils l'ont démontré aussi dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois de février, bientôt, dans quelques jours. Il reste 2 mois et demi, 3 mois de campagne. Bien malin, celui qui va vous dire qui sera en tête, qui sera... Alors, M. Macron... Mais je vous parle de positionnement, pas de sondage. Ben justement, moi je vais vous expliquer, je crois que les Français, ils ont besoin de clarté. Et justement, ce qui manque à M. Macron, c'est de la clarté. Je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas clair sur son positionnement. Il va falloir qu'il assume à un moment avoir été le secrétaire général adjoint de l'Élysée, le conseiller économique de François Hollande, matraqueur fiscal, le ministre de l'économie,
co-responsable du bilan catastrophique de cette majorité et de M. Hollande, et un candidat qui sera parrainé, je vous le dis, j'en suis persuadé, par le président sortant qui a abdiqué et par certainement Madame Royal, ministre de l'Environnement. Vous pourriez peut-être vous retrouver au second tour, non pas avec Emmanuel Macron ou un candidat de gauche, mais avec Marine Le Pen, qui a un programme très social, qui ressemble quasiment à celui de Mélenchon, face au programme que présente François Fillon. En particulier sur la sécurité sociale, sur les 35 heures dont on sait qu'elles seront supprimées, mais on ne sait pas quel montant elles seront rémunérées. Vous ne pensez pas qu'il y a un véritable danger ? Je pense que celui qui sera le plus clair sera reconnu par les électrices et les électeurs. Et en ce sens, là encore, je pense que François Fillon a le programme qui est le plus clair. Il a mis sur la table ses idées en premier, il y a très longtemps. Il a été candidat dès l'année 2013 à la présidence de la République. Il a établi un travail de fond, de terrain, où il a fait des propositions sur la sécurité, sur l'économie, sur les finances du pays, sur les relations internationales de la France. Et aujourd'hui, il a le programme le plus accompli et le plus abouti. Cela dit, ces propositions provoquent des remous au sein de son propre camp, notamment chez les sarkozystes. On a entendu Laurent Wauquiez, il y a également Christian Estrosi. Vous, en tant que jupéiste, vous êtes plus à l'aise avec ce programme, avec ces propositions de François Fillon ? Je vous ai dit que je suis légaliste. Aujourd'hui, il y a un candidat qui a été désigné par une très large majorité de nos militants, de nos électeurs, des gens qui sont... D'accord, mais est-ce que vous souhaitez que ce programme soit amendé ou alors partir avec le programme de la primaire ? Parce qu'on ne fait pas un programme pour la primaire comme on le fait pour la présidentielle. On risque de devoir me répéter une fois de plus. On a le sentiment que vous mettez un mouchoir sur vos convictions propres. Je ne mets pas un mouchoir sur mes convictions. C'est vous, pardon, c'est Alain Juppé qui a soulevé le lièvre des 500 000 fonctionnaires et surtout de la Sécu. Ouais. Mais Alain Juppé, comme moi-même et comme celles et ceux qui ont voté, s'est engagé à soutenir celui qui gagne. Aujourd'hui, c'est oublié. Mais bien sûr, je pense que ça se passe très bien. La rupture brutale, c'est oublié. Vous êtes aperçu que les deux hommes se sont rencontrés à Bordeaux cette semaine, que ça s'est très bien passé et que peut-être, comme vous le disiez, d'autres ont plus de difficultés. N'ont à mon avis rien à voir avec le programme, mais peut-être avec des positionnements internes à la campagne et dans le mouvement. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai un candidat, il s'appelle François Fillon. Je fais campagne pour François Fillon et je souhaite que François Fillon soit le prochain président de la République. Il y a une position forte qu'avait prise François Fillon, c'est celle d'une candidature irréprochable. En quoi les révélations du Canard enchaîné sur l'emploi de son épouse, Pénélope Fillon, un emploi d'attaché parlementaire puis de conseiller auprès d'une revue littéraire, peuvent atteindre le candidat aujourd'hui? Bon, on voit que ça secoue pas mal depuis l'apparition du Canard mercredi. Ça serait passé, évidemment. Mais je remarque que ça tombe fort à propos. On parle de faits qui sont anciens. Je vous rappelle qu'il y a une enquête. Il y a une enquête qui est ouverte. Je vais vous le dire, parce que je sais que la justice a beaucoup parlé ces derniers jours, en Corse et ailleurs. Je ne commenterai jamais de décision de justice. Je ne commenterai jamais d'enquête pénale tant que la vérité n'est pas faite. Et encore même, les conséquences politiques. Et encore même, lorsque les juges se prononcent, nous sommes dans un système d'état de droit où la séparation des pouvoirs doit valoir pour nous comme pour les autres. Donc je ne commenterai pas. Ce que je vous dirai, c'est ce que je pense de l'homme. Je le connais. Je suis député depuis 5 ans. Il m'est arrivé de le rencontrer, de discuter avec lui. À ce propos, vous avez souvent croisé dans les couloirs de l'Assemblée nationale Pénélope Fillon. Elle n'est plus assistante parlementaire depuis 2013. Elle a été depuis... Selon les notes. Et je n'étais pas parlementaire avant 2012. De 2012 à 2013, vous auriez pu... De 2012 à 2013... Vous avez entendu parler ? Je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne sais pas non plus qui sont les assistants parlementaires dans le détail de mes collègues parlementaires corses. Je ne pourrais pas vous donner les noms aujourd'hui. Donc les choses sont très simples. François Fillon, je vais vous donner l'exemple que je peux avoir de ce qu'il me fait apparaître. C'est un homme qui me semble totalement dans la probité et dans l'honnêteté. Ça, c'est mon sentiment, et je ne le vois pas aujourd'hui être quelqu'un de malhonnête. Donc nous verrons ce que l'enquête, il a dit hier, qu'il ferait savoir à la justice ce qui s'est passé, ce que sa femme a fait. Il a dit que cette collaboration a réellement existé, et c'est à lui de démontrer tout cela, puisqu'il est accusé aujourd'hui, et je lui fais totalement confiance. Alors finalement, cette primaire de la droite, malgré ou à cause de son succès et de sa participation, a créé visiblement plus de problèmes qu'on le croyait. Il y a un vrai mouvement de fronde au sein du mouvement Les Républicains qui semble mené en particulier par les sarkozystes. Je crois qu'il faut retrouver un petit peu de calme. Vous savez, on n'était pas trop habitué à ce type d'exercice démocratique. On avait l'habitude de désigner
de manière assez unilatérale, dans un entre-soi, un candidat qui était le leader maximo d'une famille politique et qui avait mis la main sur le parti avant. Le monde change. Les primaires ont changé la donne. Attention, on peut toutefois, en regardant dans le rétroviseur, peut-être aussi s'interroger sur les conséquences des primaires. Le gouvernement actuel a beaucoup souffert du processus des primaires de 2011. Il y a eu d'entrée de jeu une opposition entre une ligne plus à gauche et une ligne plus social-démocrate. Aujourd'hui, du côté des Républicains, ma famille politique, il y a plusieurs lignes. Mais là encore, je suis obligé de vous dire qu'il y a eu une élection et que les sarkozystes et leurs candidats ont été éliminés au premier tour. Et c'est bizarre parce que les problèmes viennent des sarkozystes qui ont appelé à voter pour François Fillon au second tour. C'est un petit peu la magie de la politique. Alors il y a des répercussions en Corse aussi, notamment à Ajaccio, dans votre circonscription. Pierre-Jean Lugiani, président du Conseil général départemental de Corse du Sud, a présenté sa candidature à la commission d'investiture. Elle a été rejetée, mais ça signifie qu'il y a quand même des manœuvres à droite et qui vous visent directement. Bon, je vous dirais qu'en 2012, j'étais pas le seul candidat à la candidature. Il y avait la présidente de l'association des maires de Corse du Sud, Madame Fadi. Il y a eu un processus, elle s'était plainte de ce processus de désignation du candidat dans les colonnes de Corse Matin en disant que l'investiture n'avait pas été donnée de manière correcte, puisque c'était moi qui l'avais été choisi, mais elle ne s'est pas présentée et j'ai gagné. Donc je vais vous dire, les choses elles sont très claires, moi j'en appelle au rassemblement. Pierre-Jean Lugiani est un ami, je le connais depuis longtemps, je me félicite du travail qu'il réalise, notamment pour la ville d'Ajaccio, je le dis, depuis qu'il est président du conseil départemental. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a du bon sens. Moi, j'en appelle au rassemblement derrière Jean-Jacques Ferrara, qui est notre candidat, qui est un homme honnête, qui est un homme intègre et qui est un homme qui fera un excellent député si demain nous sommes... Mais certains affirment que la commission d'investiture s'est réunie quasiment de façon clandestine, qu'elle n'a pas auditionné les futurs candidats. Par exemple, les gens de la fédération départementale de la Corse du Sud, le disent. Du Républicain. Moi, vous savez, je ne crois que... Et qui ne se sentent pas liés par cette investiture. Eh bien, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai rien lu et rien entendu dans les colonnes de Corse Matin, sur RCFM ou sur France 3 Corse Viastel, venant me dire ce que vous venez d'affirmer. Chacun doit prendre ses responsabilités. La division, c'est l'échec. Le rassemblement, c'est le succès. Je l'ai incarné et j'en ai la profonde conviction. Ceux qui prendront la responsabilité de la division assumeront, à mon avis, de lourdes conséquences au niveau des résultats finaux. Je ne veux pas croire aujourd'hui que ma famille politique, sur ma circonscription, soit dans cette voie vraiment discordante et funeste de la division qui conduit à l'échec automatiquement. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec le président des Républicains de Corse du Sud, Marcel Francic ? Ils sont normaux. Nous sommes deux responsables politiques. Il est le président de la fédération du parti auquel j'appartiens depuis 20 ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos couloirs. Il est conseiller départemental, il est président de la fédération de ce mouvement. Et moi, je suis député et maire d'Ajaccio. Mais ça, on le sait, mais clairement, quand vous dites ceux qui prendront la responsabilité de diviser notre camp... Qui prendraient, je voudrais même vous contredire, je dirais qui prendront, ça veut dire que ça doit être fait. Moi, je veux dire ceux qui prendraient... Je ne sais pas. Peu importe. Vous ne visez pas Marcel Francic ? Je ne vise personne. Vous savez, moi, je me suis toujours évertué à ne pas mal parler de mes amis. J'essaye de faire de la politique autrement et j'essaye surtout de ne pas diviser mon camp. Jean-Jacques Ferrara est le candidat officiel. Il pourra peut-être y avoir une autre candidature hors investiture. Comment vous réagiriez à ce moment-là ? Je n'ose même pas l'imaginer, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une candidature qui n'aurait aucune chance de rassembler une majorité de suffrages et qui serait donc, à mon avis, une candidature au mieux de témoignage, au pire de division. Des tensions, on en avait ressenti au sein de votre conseil municipal, vous en aviez fait part à un moment donné, c'était avant au moment de la primaire d'ailleurs. Ça c'est apaisé aussi de ce côté-là, il y avait quelques tensions sur des problèmes de loyauté peut-être que vous aviez exprimés vis-à-vis de deux élus proches, puisque au cœur de votre équipe municipale. Vous avez choisi l'apaisement, là aussi, à un moment donné, vous avez parlé peut-être de leur retirer des délégations. Tout ça s'est terminé, ça s'est terminé comment en fait ? C'était pas par rapport à l'élection primaire. Les médias ont considéré que c'était que l'élection primaire qui était à ce point. Vous savez, dans une majorité municipale, il y a une vie interne avec des choses qui sont sues, d'autres qui ne le sont pas. Parfois, il y a des petits problèmes d'organisation. Et c'est vrai que parfois, ça chauffe, comme dans toute organisation humaine, comme dans une salle de rédaction, comme dans une entreprise. Mais là, c'est pas comme dans un club de problème foot. d'organisation, Laurent Marcangeli, parce que vous en aviez
après M. Volimacci, qui avait fait un peu la tournée des popotes cet été lorsque vous étiez absent, dans la perspective de se présenter aux législatives. C'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi. C'est un problème. Plus rien à voir avec les primaires. Donc je vous dis aussi qu'être membre d'une famille politique, c'est respecter un certain nombre de règles. La règle, c'est la collégialité. Jean-Jacques Ferrara, pour vous donner un exemple, s'est présenté devant ses collègues conseillers municipaux. Il a fait lui aussi cette fameuse tournée des popotes, même si le terme peut paraître un peu truculent. Et il a aussi noué des liens avec les maires du rural, que nous connaissons bien, puisque je n'ai pas déserté ma circonscription en sa compagnie pendant les 5 années de mandat, ce qui était un peu la règle. On allait voir les gens tous les 5 ans pour les campagnes électorales. Moi, les maires des 48 communes hors Ajaccio m'ont vu avec mon suppléant pendant 5 ans. Et il s'avère que Jean-Jacques Ferrara, aujourd'hui, est le mieux placé pour rassembler. Après ce qui s'est passé en 2016, vous savez, je suis un homme qui tourne les pages et qui regarde vers l'avant, le rétroviseur ne m'intéresse pas. De quoi ça résulte, ces oppositions? C'est une volonté de pouvoir, d'imposer, de vous imposer votre successeur, ou alors c'est une vision politique différente? Moi, ce que je ressens, je vais vous dire, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire pour les Ajacciennes et les Ajacciens. Les combinations et la politique, c'est pas mon domaine. Moi, ce que je pense... C'est le domaine de qui? Parce que vous portez des accusations sans vraiment les porter. Vous faites des interprétations. Vous avez une imagination débordante. Mais non, mais quand vous nous dites, Monsieur Marquand, qu'à droite, encore du Sud, tout est pour le mieux, dans le meilleur du monde, honnêtement, j'ai du mal à vous croire. Je vais vous dire ce que moi je pense. D'autant que vous insinuez que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un commentateur de la vie politique, j'en suis un acteur. Et en tant qu'acteur, je vous dis ce que moi je fais, ce que moi je pense, ce que moi je réalise. Moi, ce que je fais, j'anime une équipe municipale. Il y a des délibérations qui passent au conseil municipal. A-t-il manqué une voix depuis le début de ma mandature du côté de ma majorité municipale? Jamais. Nous avons des élections à venir. Il y a eu des élections dans le passé. Il y en a une à venir qui concerne la première circonscription de la Corse du Sud. Je plaide pour le rassemblement. J'en appelle au rassemblement de toutes et de tous. Toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans la droite et le centre, à Ajaccio et dans la première circonscription de la Corse du Sud, doivent, pour gagner, se rassembler derrière Jean-Jacques Ferrara. Je ferai partie de ce rassemblement. Je ferai en sorte que Jean-Jacques Ferrara soit le député qui me succédera. Et chacun prendra ses responsabilités. Mais mon petit doigt me dit que, encore une fois, on fait beaucoup de mousse pour pas grand-chose, parce que depuis 3 semaines maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a un candidat qui est désigné, qu'il n'y en a pas d'autre qui est déclaré, et que la campagne a commencé pour Jean-Jacques Ferrara dans les meilleures conditions. Est-ce que le maire d'Ajaccio, l'acteur de la vie politique dans le Corse du Sud, ne se dit pas de temps en temps que, dans le souci de rassemblement et d'apaisement, il n'aurait pas intérêt de se mêler davantage des affaires de son parti, les Républicains en Corse du Sud? C'est-à-dire, avoir ce leadership là aussi. On a souvent parlé par le passé de la place d'Ajaccio, précisément, sur le territoire, de l'influence qu'elle n'avait ou qu'elle n'avait pas. Est-ce que c'est pas aussi le rôle d'un maire d'Ajaccio d'être présent aussi dans les instances du parti, dans celles qui dirigent, qui donnent le sens de la manœuvre dans un département comme la Corse du Sud? D'assumer un rôle de leader, tout simplement. Écoutez, maintenant que je me conforme au cumul des mandats et que j'abandonne un mandat de parlementaire pour me consacrer à mes mandats locaux, vous voudriez que je m'implique davantage dans une autre fonction. Dans la vie du parti, c'est pas dans la vie du parti. Ouais. Écoutez, je suis secrétaire national des Républicains depuis 2 ans. Je suis membre de l'équipe nationale de campagne de François Fillon. Je me suis impliqué fortement dans la campagne d'Alain Juppé, dont j'ai été l'un des porte-parole national. Je pense quand même avoir une reconnaissance parmi mes pairs au niveau national. Dans le parti, j'existe. Et je pense que chacun peut avoir une part de responsabilité. Après, vous savez, les choses ne se passent pas trop mal non plus. On a gagné des élections depuis maintenant quelques années. Il y a eu des cantonales en 2011, il y a eu des législatives en 2012. J'ai gagné 2 municipales, j'ai rassemblé. Il y a surtout vos victoires. Et la gauche en a perdu beaucoup plus que nous. Non, mais il y a surtout vos victoires à droite. Je vous remercie. Non, mais voilà, il y a quand même des défaites collectives comme la collectivité. Et j'ai pris mes parts de responsabilité à chaque fois. Il y a même des victoires qui n'ont pas été, des victoires impressionnantes comme au département, et qui a, au lieu de vous renforcer, vous a divisé. C'est quand même un peu paradoxal. Là, encore on a l'impression que dans cette affaire de législative, on recommence la même histoire. Attendons. Vous savez, l'élection a lieu au mois de juin. Moi, je pense que nous sommes fin janvier. Je suis particulièrement confiant, je vous le dis très clairement, parce que je vois qu'en face, peu de gens aujourd'hui sont disposés à pouvoir me remplacer à l'Assemblée nationale. Et je pense franchement... C'est pas de vos adversaires qui vous menacent le plus. Je vais vous dire une chose. Moi, je crois aux vertus de l'intelligence collective.
Et vous verrez très bien ce qui se passera. Il y aura un rassemblement derrière un candidat. Comme j'ai pu l'être à l'époque, j'ai été un candidat de rassemblement. Je suis persuadé que Jean-Jacques Ferrara sera rassemblé derrière. Alors, cette semaine, on change un peu d'endroit. Le Sénat a rejeté les ordonnances. La majorité sénatoriale de droite, avec les communistes, s'y sont opposés, alors qu'ils avaient voté en commission. On a l'impression que ça relève plus du combat politicien quand même, pour ne pas laisser au gouvernement finissant une toute petite victoire politique. Ça va retarder d'autant la mise en œuvre de la collectivité unique, sauf si le gouvernement réussit à le faire passer avant la fin de la législature. Ça vous semble quand même une bonne tactique, ça? C'est pas une bonne tactique, c'est tout simplement la mise en application de ce qu'on a dit. Je vais vous dire les choses très clairement. Vous connaissez mon parcours intellectuel sur la collectivité unique. Lorsque M. Cazeneuve et Mme Lebranchu ont dit chiche au mois de février 2015, je ne suis pas monté avec sabre au clair à Paris en me disant nous sommes vent debout contre la collectivité unique. Il y a eu une première lecture, je me suis abstenu avec mes collègues. Il y a eu une deuxième lecture, on a voté pour. On nous avait donné un certain nombre de garanties par rapport à la co-construction des ordonnances. Résultat des courses. Est-ce que les conseillers départementaux ont été entendus dans la co-construction? Non. Est-ce que les députés ont été entendus dans la co-construction? Moi, je vous le dis, non. Je n'ai pas été écouté. J'ai fait des propositions sur les intercommunalités, sur la nécessité de contrepoids à la collectivité territoriale de Corse demain, parce que j'estime que la concentration des pouvoirs prévue par les ordonnances n'est pas bonne. Sur la fiscalité, où on faisait un certain nombre de propositions, je n'ai pas été entendu, Camille de Rocazère n'a pas été entendu, Sauveur Gandolf-Fichette n'a pas été entendu, Jean-Jacques Panounz n'a pas été entendu. Je remarque que les ordonnances ont été faites dans un entre-soi qui n'a pas été très participatif. Je remarque qu'il y a eu une session de l'Assemblée de Corse où ma famille politique s'est opposée à ces 3 ordonnances. Nous avons donc déclaré publiquement depuis maintenant bien longtemps que nous étions contre. Et le vote du Sénat de jeudi soir, eh bien, il est conforme à ce que nous avons dit. Et le 9 février, donc, à l'Assemblée nationale, vous voterez contre? Je ne les voterai pas. Je l'ai annoncé déjà au mois de juillet, lorsque le Premier ministre Manuel Valls était présent à Ajaccio. Je l'ai redit depuis. Ces ordonnances me posent problème parce qu'elles n'ont pas tenu compte de l'avis d'élus démocratiquement élus. Je vais vous dire franchement ce que je pense de tout ça. Je sens l'exaspération, et je le comprends, parce que c'est le débat public et on n'est pas d'accord. Des présidents de l'exécutif et de l'Assemblée et de la majorité territoriale. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On a voulu parler d'un rassemblement autour d'un certain nombre d'idées. On cite souvent le vote de 2014 à l'Assemblée de Corse. Je vous rappelle quand même qu'il prévoyait un référendum. Tout le monde l'a oublié. Moi, j'étais pas favorable, mais je le dis. Rappelons-le. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nous mettions, comme vous le disiez tout à l'heure, le mouchoir sur nos idées pour avoir une forme de grand consensus auquel nous ne croyons pas, parce que ces ordonnances ne sont pas correctement rédigées. Et alors, quelle est l'alternative, Laurent Marcangeli? On dit que la droite a un projet pour la Corse. Pour l'instant, on n'en connaît pas du tout les contours. Est-ce que vous êtes pour la collectivité unique? Bien sûr. Vous l'avez toujours dit. Ce n'est pas forcément le cas de la majorité de la droite, quand même. Moi, je vous dis ce que j'avais proposé à Alain Juppé et qu'il avait dit sur ce plateau même en votre présence, et ce que nous allons continuer de proposer avec l'ensemble des élus à François Fillon. Nous voulons, depuis le départ, que la Corse ne soit pas introduite de manière détournée par voie d'amendement. Nous voulons avoir un vrai débat sur le statut de la Corse, qui pourrait peut-être aller même plus loin que la seule collectivité unique, qui est juste un projet global. Un projet global institutionnel. Je crois qu'il faut qu'on parle de la fiscalité. Je crois qu'il faut qu'on parle de la compétence de la future collectivité unique. Je crois qu'il faut qu'on parle de la place de la Corse, seule île métropolitaine du territoire, parce que les autres îles ne sont pas véritablement métropolitaines. Sa place, ses compétences, sa place dans la Constitution, sa place dans l'édifice institutionnel de la République, et qu'on fasse ce débat législatif de qualité, de loi que nous avions eu en 83, que nous avons eu en 91, et qui fait cruellement défaut au projet de collectivité unique. Dans quel calendrier cette démarche-là s'inscrit? Présidentielle, en juin, nouvelle majorité possiblement. On fait ça dans le début du mandat et ça passe dans les priorités du président élu, François Fillon, si c'est lui. Ou alors est-ce qu'encore une fois, parce qu'on sent bien que là il y a un problème de calendrier aussi, on s'enlise dans un quinquennat et cette question-là vient au bout du quinquennat. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence? Il y a une urgence à agir pour la Corse ou non? Mais bien sûr qu'il va falloir agir. Alors c'est quand? Pas avec de la précipitation. Vous savez, d'abord, je pense que franchement, on va s'en remettre. Tout va bien se passer, il n'y aura pas de sang sur les murs si on ne vote pas en décembre pour la collectivité territoriale.
Il faut un peu remettre un peu de tranquillité. On a une majorité qui a été élue en décembre 2015. Et on a le sentiment derrière que vous voulez détricoter, vous, la droite, détricoter cette collectivité unique. Je vais parler, moi, Laurent Marcangeli, non. Moi, je souhaite la collectivité. Vous êtes un peu évident, atypique dans votre famille politique, comme l'était un peu José Ross. Vous ne correspondez peut-être pas forcément à votre électorat, ou en tout cas aux élus qui vous accompagnent. Je corresponds à 60% d'électorat d'Ajaccio. J'ai été élu député, j'ai été élu maire une autre fois, j'ai été conseiller général avec 60% des voix dans un canton en 2011. Oui, vous faites partie des élus qui sont dans votre camp plus progressiste. Et j'ai jamais caché, je vous le rappelle, mes idées et mes convictions. Donc en 2003, j'étais parmi les jeunes qui votaient pour la collectivité unique déjà lors du référendum perdu. Donc, le calendrier de la droite, vous étiez en train de l'exprimer. Il n'y a pas de sang sur les murs si on ne vote pas en décembre 2017. On peut avoir un an de décalage. Mais attendez, regardez, on a une collectivité qui est aujourd'hui en train de travailler sur des dossiers très importants. Le président de l'exécutif et son équipe travaillent sur des dossiers fondamentaux. Il y a des problèmes financiers dont ils se plaignent à juste titre. Et aujourd'hui, on devrait voter. On va donc être encore en campagne électorale, présidentielle au mois de mai, législative au mois de juin, territoriale en décembre. Soufflons un peu. Un an d'écart entre le vote de décembre 2017 et décembre 2018, ça ne me paraît pas non plus insurmontable. Vous comptez participer à l'élaboration de ce projet ? J'y participerai, je ferai des propositions comme je l'ai toujours fait. Donc vous ne pouvez pas vous contenter d'être seulement maire d'Ajaccio, même si c'est une charge importante. Vous êtes obligé de vous impliquer dans le débat territorial. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être obligé de franchir le pas et vous intéresser à l'Assemblée territoriale, à l'élection, à la collectivité territoriale ? D'abord, il va falloir savoir quand auront lieu ces élections, quelle sera la règle du jeu. Je donnerai ma réponse le moment venu. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire ce que je ferai parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Par ailleurs, je vous dis très clairement, encore une fois, au risque d'être ennuyeux, rébarbatif, je suis venu vous voir ici il y a un an. Je vous ai dit que je faisais de la politique autrement. Je vous avais laissé comprendre que je ne serais pas candidat à ma succession à l'Assemblée nationale parce que j'ai un contrat moral avec Ajaccio et les Ajacciens. Ils m'ont élu pour 6 ans. Et je veux être maire pour 6 ans. Parce que je considère que ce serait manquer à ma parole et ce serait, à mon avis, ne pas être très responsable que de laisser tomber ma ville. Donc ça, je vous le dis très clairement, ça n'empêche pas. Quand on est à la collectivité, vous ne laissez pas tomber la ville, au contraire. Ça ne m'empêche pas de participer au débat territorial, je peux très bien être candidat, mais en tout cas, je vous le dis très clairement, je ne quitterai pas Ajaccio, je ne quitterai pas les Ajacciens, je souhaite être maire jusqu'en 2020 et je le serai. Alors on en vient très rapidement avant le débat à la gestion de la ville d'Ajaccio. Les aménagements se poursuivent dans les quartiers, on voit qu'il y a beaucoup de travaux. Mais les projets structurants, par contre, ils tardent à venir. Que ce soit la rocade, l'aménagement de Fond-de-Baie, l'éventuel déplacement de la gare, du port de commerce. Évidemment, c'est pas en 3 ans qu'on réalise tout ça. Mais ces dossiers, où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'ils sont remis à plus tard et à quelle échéance ? Pour ce qui concerne les projets structurants, je me permets quand même de vous dire que ce qui est en train de se réaliser au canot aux Salines, c'est particulièrement structurant et que vous verrez que ce qu'on réalisera notamment dans le centre-ville à partir d'octobre prochain avec le réaménagement de la place camping, ça sera particulièrement structurant. Sur la rocade, vous savez que ça va démarrer certainement dans le courant de l'année 2017. La collectivité territoriale de Corse a pris cet engagement. Les fonds sont programmés avec plusieurs tranches de travaux sur cette rocade qui deviendra une véritable rocade, parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, disons-le très clairement. Sur le fond de baie, moi, j'ai jamais fait mystère que je ne croyais pas en la vision qui était proposée par la précédente mandature. Je crois davantage à la pénétrante qui partirait de Caldani et rejoindrait d'ailleurs cette rocade au niveau du rond-point de Bodichon, parce que c'est l'entrée de ville d'Ajaccio dont il s'agit. Et c'est cette nouvelle entrée de ville, notamment pour le nord du département et le nord de l'île, qui manque cruellement aujourd'hui à Ajaccio et au pays ajaccien. Et puis il y a d'autres programmes qui sont portés par le département de la Corse du Sud également, qui avancent, avec des aménagements au niveau de Saint-Antoine, avec des aménagements au niveau du boulevard Saint-Pierrot, de la route des Sanguinaires. Enfin, moi, je vois des projets structurants aujourd'hui. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que depuis maintenant 3 ans, je vois une ville qui bouge et un pays ajaccien qui avance. Et il y a aussi des projets en dehors de la ville, 2 centres commerciaux, 2 hypermarchés qui vont venir s'ajouter aux 2 existants. N'est-on pas dans la démesure avec des risques au plan économique, surtout pour le centre d'Ajaccio ? Comment vivez-vous cela ? Est-ce pour vous une évolution létale pour votre ville ou au contraire un signe d'attractivité ? Parce que j'imagine que si ces commerces vont s'installer à Sarles ou à Carcopine, ce n'est pas pour le charme et le prestige du lieu. D'abord, il ne faut pas
être insultant pour ça, la carte Je ne copine. le suis pas. Mais je vous dirais que d'abord, ce mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas qu'ajaxien. Il y avait encore dans la presse nationale un papier très intéressant sur la difficulté des villes moyennes par rapport à l'attractivité économique du centre-ville. Après, je vous dirais qu'au niveau national, les grands centres commerciaux auxquels vous faites référence perdent chaque année à peu près 5%, 10% d'activité. Est-ce un modèle économique auquel je crois ? Je suis réservé et circonspect. En revanche, je vais vous dire en quoi je crois. Je crois en la culture, je crois au patrimoine, je crois à la potentialité économique d'attractivité de ce patrimoine ajaxien, notamment autour de la famille Bonaparte et de Napoléon Bonaparte en particulier. Et vous verrez que nous ferons des propositions en ce sens. Et vous verrez également que les aménagements que nous allons bientôt dévoiler, et notamment dans le cadre de l'acquisition de la citadelle et notamment dans le cadre du projet Cœur de Ville que nous avons lancé lorsque j'ai été élu, seront à l'origine de beaucoup d'attractivité et beaucoup de développement pour Ajaccio. Alors, juste une minute avant le débat, une dernière question sur Ajaccio. Aspreit. Alors, l'État veut créer sa cité administrative. Le préfet nous l'a répété, là encore, il y a quelques semaines, même s'il voulait poursuivre le dialogue. Visiblement, la proposition que vous faites de céder le bâtiment du futur ex-hôpital, ça ne lui convient pas, c'est visiblement trop cher. La cité administrative se fera à Aspreit ? Non, elle ne se fera pas. Parce que je m'y opposerai, je vais vous dire, et je pense que le président du conseil exécutif, qui a quand même son mot à dire également, puisqu'il y a une route territoriale avec un rond-point qu'on lui demande d'aménager, s'y opposera, que le président de la Chambre de commerce et d'industrie s'y opposera, et que l'ensemble des partenaires éventuels s'y opposeront, y compris même ceux qui sont concernés, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des mouvements sociaux à l'intérieur des services de l'État qui sont concernés par ce déménagement, qui ne voient pas d'un très bon œil d'aller là-bas. Donc je le dis très clairement, avec sérénité, mais avec fermeté. On ne peut pas passer en force sur ce projet. Les élus locaux, ils ont beaucoup de choses à subir. On leur donne des compétences sans moyens, on leur fait des réformes dans le dos, forcées, à marche forcée. Sur l'aménagement du territoire de la ville d'Ajaccio, je suis le maire, je suis opposé à ce projet, et il va falloir qu'on respecte la volonté du maire élu démocratiquement à ce sujet. On est dans l'impasse, là, parce que visiblement, il y a deux logiques. On s'en sortira, je vois le verre à moitié plein. Bon, nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons maintenant accueillir notre contradicteur, votre contradicteur, l'ancien député européen et maire de la commune d'Ozanne, François Alfonsi. François Alfonsi, bonsoir. Bonsoir. Et merci de Bonsoir. votre participation. Vous allez débattre maintenant avec Laurent Marcangé durant 10 minutes. Alors, je vous demanderai une intervention courte pour qu'il puisse y avoir débat. Bien sûr, bonsoir donc. J'écoutais cette première demi-heure et ce débat sur la collectivité unique me permet d'arriver un peu au mystère que je voudrais élucider avec vous ce soir. Vous nous dites « je suis pour », mais vous me dites en même temps « je suis pour toutes les manœuvres qui ont lieu actuellement, toutes les manigances pour que finalement elles n'interviennent pas et pour retarder tout ». Et retarder, on sait ce que c'est dans le cadre de la politique française, c'est une question d'années, ce n'est jamais une question de semaines. Donc c'est un peu ça le mystère, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment vous pouvez afficher un certain nombre de positions plutôt ouvertes sur la Corse et en même temps battre campagne pour un candidat énarco-centraliste qui est Alain Juppé, un autre ouvertement conservateur et même plutôt hostile à toutes les réformes que nous avons demandées ensemble puisque vous avez soutenu l'inscription dans la Constitution, sur la co-officialité, je crois que vous avez pris une position favorable. Et sur ces questions-là, on sent que vous soutenez des gens qui vont nous bloquer dès qu'ils auront pris le pouvoir. Et donc cette contradiction, moi je dois vous avouer, je n'arrive pas à la suivre, je ne sais pas comment vous l'assumez. Et je me pose la question, pourquoi n'êtes-vous pas tout simplement aux côtés de la majorité territoriale actuelle, un élu autonomiste comme je suis moi-même, et qui fait en sorte d'exprimer que l'avenir du peuple corse se construit à partir de la Corse et à partir d'un projet pour la Corse, et non pas à partir d'une affiliation à des partis nationaux qui tous, le temps des Michel Rocard est bel et bien révolu, et il n'y a plus d'hommes politiques aujourd'hui, me semble-t-il, en France, qui méritent qu'on prenne son sillage. Je vais essayer de, en quelques minutes, vous dire ce que je ressens, ce que je suis, et il n'y a pas de mystère. Vous savez, mon parcours, il est très clair, très tranquille, très assumé. Vous avez fait une référence au candidat que j'ai soutenu à la primaire de la droite et du centre au mois de novembre dernier. Ses positions étaient très claires et je peux vous dire qu'entre le Alain Juppé des années 80 et le Alain Juppé, maire de Bordeaux d'aujourd'hui, il y a eu quand même une évolution sensible en matière de... Vous ne pensez pas qu'entre Alain Juppé candidat et le Alain Juppé élu, on fait la machine arrière aussi? Je pense que vous êtes quand même particulièrement rompu aux règles démocratiques pour savoir que avant de juger, il vaut mieux juger une fois qu'on est en place. Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense.
cette collectivité unique, il ne faut pas la rater. Et moi, je vous dis mon analyse. Je peux me tromper, peut-être que l'avenir me démontrera le contraire. Elle est mal engagée. Elle est mal engagée parce que je pense qu'elle est mal construite. Elle est mal construite parce que vous n'avez pas aujourd'hui une collectivité unique qui me semble être prête pour assumer un certain nombre de responsabilités dans le respect de la diversité de la Corse, de ses territoires, de ses composantes politiques, mais surtout de ses territoires. Il va y avoir un centralisme. Vous êtes bien conscient qu'en 2003, c'est le même type de raisonnement qui ont amené la chute du référendum. On est en 2018, on revient à la charge avec le même type d'argument, tout ça pour nous mener à quand? À 2030? Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, c'est d'ailleurs pour cela que je pense qu'on aurait dû tirer les conséquences de ce qui s'est passé en 2003 et justement de ne pas reproduire les mêmes choses. Je vais vous dire, je ne crois pas par exemple à la Chambre des territoires. Je crois que c'est un gadget, je vous le dis depuis le départ. En revanche, je vais vous dire en quoi je crois. Je crois en l'intercommunalité. Je crois que demain, et vous êtes maire, tout comme moi, les maires regroupés en intercommunalité seront les représentants de ce qu'on appelle la proximité, la réelle proximité, si demain les départements venaient à ne plus exister. Que ces intercommunalités, pour pouvoir fonctionner, il va falloir les doter de compétences en matière d'aménagement du territoire, de moyens, notamment sur le réseau routier. Vous faites de la politique comme moi, vous savez que le mieux est toujours l'ennemi du bien. Je terminerai, je conclurai. Et ce que je pense que malheureusement, sur cette réforme de collectivité unique, j'en ai fait la proposition depuis maintenant 3 ans presque. Faisons monter en puissance les intercommunalités. La loi NOTRe, au niveau national, fait monter en puissance les intercommunalités. Et lorsqu'on prend la Corse, on oublie complètement les intercommunalités. Qu'elle soit pas avouez parfaite, que c'est pas normal. Nous l'avons dit nous-mêmes qu'elle n'est pas parfaite, mais de là à la bloquer, c'est-à-dire de là faire en sorte qu'elle ne sorte pas et que l'on reparte pour un cycle d'une quinzaine d'années, c'est une responsabilité politique qui est lourde. Non, parce que je vous rappelle que les ordonnances en elles-mêmes, bon, elles sont importantes, mais il y a une loi qui a été votée au mois de juillet 2015 qui prévoit la création d'une collectivité unique. Les ordonnances étaient juste une mise en application. Cette loi, elle existe. Donc cette loi, on ne l'a pas contestée. Cette loi, aujourd'hui, tout ce que je demande, c'est que dans la mise en route de cette réforme, qui est une réforme fondamentale, pas pour nous les élus, mais pour ceux que nous administrons, et vous le savez en tant qu'élus du rural, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir faire en sorte que ça soit efficace. Et aujourd'hui, je vous le dis très clairement, je ne crois pas que la manière dont les choses ont été menées aille dans le bon sens. Et par ailleurs, je me rappelle d'une de vos interventions lorsque nous étions à la préfecture de Corse, vous étiez député européen, vous aviez dit que la Corse, c'était surtout des respirations législatives avec des lois importantes qui ont marqué l'histoire. Vous parliez de Jox, vous avez parlé de Defer, et vous appeliez de vos vœux en tant que député européen à l'époque qu'un grand mouvement législatif soit en marche. Rejoignez-nous et demandez, comme nous le faisons, le fait que le Parlement, une fois réélu en 2017, peut-être que vous êtes candidat d'ailleurs et que vous pousserez cela si vous êtes d'aventure député de la Corse du Sud, fasse en sorte que le débat législatif sur la Corse... Puisque vous étiez à cette même réunion, on se souvient bien à ce moment-là comment tout est paralysé par le fait qu'on rencontre un État qui, lui, est omnipotent, qui raisonne à partir de l'intérieur du périphérique et qui agit en fonction de combats politiques qui nous dépassent complètement. Et aujourd'hui, bloquer ce qui a été gagné par un long processus au niveau de l'Assemblée de Corse, dans la précédente mandature, dans la mandature actuelle, et qui était l'aboutissement d'une démarche collective qui avait été lancée par des élus de toutes tendances et de tous bords, faire en sorte que pour une manœuvre politicienne de pré-présidentielle, parce que je suis désolé, je ne pense pas que ça aille au-delà de cela, je pense que c'est irresponsable. Et que pour la Corse, alors pour la France, ça peut être dans le cadre de l'élection présidentielle une importance que je comprends, parce que les combats présidentiels, c'est le combat présidentiel. Mais nous défendons les intérêts de la Corse, et les intérêts de la Corse, c'est que les choses avancent, ce n'est pas qu'elles s'arrêtent. Et moi, je pense qu'en tant que défenseur des intérêts de la Corse, que je pensais tout autant que vous, avec mes sensibilités, mais vous avez les vôtres, et personne ne peut se revendiquer le monopole du défense des intérêts de la Corse. En tout cas, moi, je ne laisse personne le revendiquer face à moi. Je crois qu'on n'a pas été entendu pendant cette consultation qui a eu lieu depuis maintenant 2 ans sur les ordonnances. Moi, je suis élu démocratiquement. Mais à partir du moment où l'Assemblée de Corse a validé les ordonnances, on est face à une expression démocratique du peuple corse qui a dit il faut que ça avance. Je vous rappelle que ma famille politique s'est opposée aux ordonnances. Bien sûr, mais quelque part dans une logique qui est celle de partager on devrait baisser la tête. On devrait donc mettre nos convictions parce que pour un pseudo-consensus... Vous avez bien dit, Jeanne Fillon, puisque Juppé a été battu, à partir du moment où l'Assemblée de Corse a voté pour que les ordonnances soient votées... Je parle de la famille politique, monsieur Alphonse. Moi, je vais vous parler quand même d'un débat important pour l'avenir de la Corse, où nous avons pris des positions, où nous avons fait des propositions. Nous n'avons pas été dans une opposition stérile. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. J'ai fait des propositions. Camille Hydro-Caser a fait des propositions concrètes,
concrètes, applicables, elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été suivies. Et du coup, on reste au point zéro. Et je vais vous dire aussi ce que je pense. L'Assemblée de Corse, je lui reconnais beaucoup de responsabilités. La loi lui confère, le Code général des collectivités territoriales lui confère beaucoup de responsabilités en vue de l'aménagement de la Corse et de la vie politique en Corse. Mais il n'y a pas que l'Assemblée de Corse. Il y a les conseils départementaux, ils existent encore. Il y a les parlementaires, nous sommes 6. Nous avons nos colorations politiques, nous avons exprimé un certain nombre de choses et nous n'avons pas été entendus. Donc aujourd'hui, ne nous reprochez pas d'être fidèles à nos convictions. Nous allons faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire être fidèles aux propos que nous avons tenus et être fidèles aux convictions qui sont les nôtres. Mais la solution, c'est le statu quo, donc. Non, c'est la réforme, mais pas dans des conditions inacceptables telles que celles qui sont. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on reparte pour 10 ans. Et je pense que. Je suis certain, parce que j'ai une petite expérience politique et j'ai vu que jamais, entre 2 élans de réforme, il se passait moins de 10 ans. Vous savez, je me suis aperçu dernièrement, regardez, que lorsque les parlementaires veulent se retrousser les manches, notamment sur la fiscalité, on peut réussir à obtenir des choses. Et on en a vraiment apporté la démonstration le 8 décembre dernier avec un vote à l'unanimité concernant les droits de succession. La fiscalité, c'est pour préserver un acquis et très bien. Et très bien, j'ai approuvé l'attitude. Mais pour aller de l'avant, pour construire la Corse de demain, est-ce qu'il faut envoyer à Paris un député de plus pour grossir une troupe qui va appuyer un gouvernement qui ne veut pas avancer? Voilà, c'est toute la question qui est posée aux Corses. Je crois qu'on parle à contraste, on parle aux Corses, ici, là-devant. Et comment se construit l'avenir de la Corse? Est-ce que c'est en ayant une voix de plus dans un parti qui vous ignore, ou est-ce que c'est en ayant, ici, en Corse, des forces politiques suffisamment structurées pour faire parler et pour faire entendre la voix du peuple corse? Je ne peux pas être d'accord avec vous pour une bonne et simple raison, c'est que vous l'avez vu notamment sur le débat auquel je faisais référence tout à l'heure, celui du 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale, l'unanimité a été trouvée parce que justement plus personne ne nous ignore. À l'époque, je vous rappelle tout de même qu'il y a eu beaucoup plus de difficultés. Et je vous rappelle aussi que tous les candidats à la primaire de ma famille politique sont venus ici pour dire qu'il fallait une réforme pour la Corse. Personne ne nous ignore, mais il y a eu des primaires à droite, des primaires à gauche. Il n'y a même pas eu un mot sur l'idée de relancer un moindre mouvement de décentralisation ou d'autonomie de la Corse. Alors ça, vous êtes d'une particulière mauvaise foi parce que sur ce plateau, oui, mais sur ce plateau même, un candidat à la primaire invité par M. Albertine est venu dire des choses que M. Sarkozy, pour lequel je n'ai pas voté, a fait des propositions et que M. Fillon en fera parce que nous sommes aujourd'hui en charge de le faire. Dans le vase clos de la Corse, ces mots étaient prononcés, mais à mon avis c'est très politicien parce que dans le vase ouvert des grands débats nationaux, il n'y a pas eu un mot. Vous êtes d'un pessimisme qui vraiment, je ne sais pas, m'inquiète. Je suis optimiste, je pense que nous avançons ici en Corse, mais c'est en Corse que nous avançons, ce n'est pas parce que nous progressons dans les partis parisiens. Eh bien messieurs, nous arrivons à la fin de ce débat. Le temps est écoulé. François Alfonsi, merci d'y avoir participé. Vous allez laisser maintenant votre place à nos 2 confrères qui piaffent d'impatience pour le débriefing de notre invité. C'est, comme à l'accoutumée, Roger qui s'y attaque. Merci. Alors, dans une interview à Corse Matin, je crois, vous lanciez, à propos de votre choix de ne pas briquer un nouveau mandat parlementaire, il n'est pas commun de passer la main à 36 ans. À 36 ans, il est peut-être temps de prendre les choses en main, mais pas Ajaccio, ça vous l'avez fait, et vous tenez une parole que vous aviez donnée aux Ajacciens en restant auprès d'eux, mais au sein de la droite en Corse, au sens plus entier et plus général, pour éviter les convulsions qui la saisissent à chacune des élections qui se présentent, avec ce penchant pour la division qui se manifeste alors. Mais pas seulement, parce que maintenant que vous avez renoncé à ce destin national, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'avoir un vrai destin pour la Corse tout entière? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pour la collectivité unique, mais pas telle que prévue dans les ordonnances présentées par le gouvernement. Est-ce que vous pourrez donc vous dérober aux prochaines territoriales et ne pas y tenir un premier rôle, vous me répondez tout à l'heure, dans l'esprit qui était le vôtre et qui est un esprit de rassemblement et de cohérence, c'est votre discours. Parce que moi je pense qu'il ne faudrait pas que le respect de la loi sur le non-cumul se traduise aussi simplement par un repli sur soi, c'est-à-dire Ajaccio. Vous répondrez d'abord Patrick Vinciguer. Alors ce que je vais dire est peut-être un peu dans le même esprit que ce qu'a dit Roger Antèche. Vous êtes pour moi, Laurent Marcangeli, j'ai un mystère et cette émission n'y a pas changé grand-chose. Je continue de m'interroger sur vos ambitions, même si j'ai bien compris que pour l'heure, votre priorité, c'est Ajaccio et ce le sera jusqu'en 2020. Mais tout de même, vous deveniez député en 2012, à peine 32 ans. 2 ans après, vous vous emparez de la première ville de Corse. À droite, mais pas que, alors vous apparaissez un peu comme l'enfant prodigue de la gloire, voire l'enfant prodige. Vous étiez donc destiné tout naturellement à devenir le leader de votre camp, et puis rien.
Pour les territoriales de 2015, vous préférez arracher José Rossi et Bégonia. Est-ce un manque d'ambition, un manque d'intérêt pour la chose régionale? Je ne sais pas. En tout cas, vous aurez remarqué que Gilles Simeone, lui, n'a pas hésité une seconde à quitter Bastia pour saisir l'opportunité qui s'offrait à lui. Et ça lui a plutôt réussi, vous en conviendrez. Au final, vous n'êtes pas devenu le patron de la droite corse, toujours si divisé, bien que vous dites le contraire, à mon avis. Vous avez même du mal, d'ailleurs, à unir la droite ajaxienne, où vous avez subi à Ajaccio votre premier revers, même indirect, lors de la primaire à droite. Alors, Laurent Marcangeli, vous n'avez que 36 ans. Ajaccio, et seulement Ajaccio, c'est votre seul horizon politique? Je pense que depuis tout à l'heure, donc vous êtes particulièrement raccord. Hein, je sens que il y a de la constance dans le propos. Il y a de la constance dans le propos. Alors, pardonnez-moi d'être mystérieux, vous savez, je crois bien en cette vieille phrase « on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Pas ambigu pour autant, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis pas mystérieux. Ce que je crois, sincèrement, c'est que d'abord, le destin ajaccien que je me suis choisi, il me va pleinement. Ça, d'abord, c'est la première chose que je tiens à dire. J'ai une profonde admiration pour le travail de maire, depuis toujours. Et j'ai un profond amour pour ma ville. Ça, c'est de la sincérité. Peut-être qu'en politique, il va falloir vous habituer à avoir des hommes et des femmes qui sont sincères dans leurs engagements. La sincérité n'empêche pas l'ambition. C'est pas exclusif de la démarche politique. Ambition personnelle, je vais vous le dire très clairement. Au motif que j'ai été élu jeune, on m'a collé l'étiquette du requin, des dents qui rayent le plancher. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes presque tous et toutes déçus. C'est si rare déjà de voir quelqu'un qui se pose, qui assume ses responsabilités, qui veut aller au terme de son mandat, qu'on lui a donné deux fois, dans des circonstances difficiles, avec des projets qui avancent, une ville qui bouge. Un pays ajaccien qui se développe, avec des projets aussi, et un pays ajaccien qui bouge. C'est tout de même pas rien. On parle de la première commune de Corse, on parle de la plus grande intercommunalité de Corse, on parle de projets économiques, on parle d'une volonté d'aller de l'avant. Et franchement, je vous le dis très clairement, à titre personnel et à titre politique, ça me comble. Ça me comble, et en plus... Jusqu'en 2020 ? Bien sûr, et au-delà de tout cela, et en 2020, si je veux être candidat à ma succession, et si je suis... choisi par les Ajacciennes et les Ajacciens, eh bien je referai 6 ans. Mais je vais vous dire une chose très claire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les hommes politiques, ils ont 2 obligations. 1, réussir. Et 2, faire ce qu'ils disent. J'ai déjà commencé par la 2e, je fais ce que je dis, et si je réussis, vous verrez, tout se passera bien. Alors, il reste quelques minutes d'émission, Laurent Marcangeli. Nous voudrions vous interroger sur la condamnation très lourde qui a visé cette semaine Paul Giacobbi, 3 ans de prison ferme, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Alors, cette semaine, à l'Assemblée de Corse, peu d'élus ont souhaité réagir, certains étant même assez virulents, pour ne pas dire plus, dans leur refus de répondre. L'impression que la classe politique est quand même très mal à l'aise par rapport à ce type de condamnation, comme s'il y avait une espèce de solidarité de tout ce petit monde. Quelle est votre réaction? Moi, je ne vais pas vous dire que je suis solidaire ou pas solidaire. Je suis tout simplement, comme je vous l'ai dit en début d'émission, d'abord, je suis un homme de loi, au départ. Je suis un avocat. Et je suis aujourd'hui un élu. Je suis parlementaire, je suis encore le pouvoir législatif pour quelques mois. Je ne vais pas faire de commentaires sur le pouvoir judiciaire. Ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les affaires nuisent véritablement à l'image de la représentation politique au niveau national et au niveau local. Et qu'aujourd'hui, Paul Giacobbi, comme d'autres, bénéficie encore du statut de la présomption d'innocence parce qu'il n'est pas définitivement condamné par la justice. Il y a une première étape, il a fait appel de cette décision. Nous verrons comment se passera l'appel. Et je pense sincèrement qu'il serait malvenu de ma part aujourd'hui d'apporter un commentaire à la décision de justice. Alors, du point de vue éthique, laissons de côté judiciaire, du point de vue éthique, est-ce que lorsqu'on est condamné ou mis en examen, on peut se présenter ensuite devant les électeurs? C'est difficile, mais la mise en examen, d'abord, c'est pas la même chose que la condamnation. Parce que je vois beaucoup d'histoires. Regardez, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui sur les fraudes à Ajaccio? Alors le jour où ça va être abandonné, il y aura un entrefilet dans la presse. Ce qu'on m'a mis sur le dos à cette époque, vous vous en souvenez?
Je crois en réalité que... Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu... Non, mais il n'y a pas eu de condamnation, mais je vous rappelle quand même qu'à l'époque, les médias, normalement, vous avez retracé l'actualité, c'était tous les jours dans la presse, et on a vu ce que ça a donné. Alors, je ne sais pas, c'est pas fini, peut-être, j'aurai une surprise, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a le temps judiciaire, il y a le temps politique, il y a le temps médiatique. Tout ça s'entrechoque, ça fait beaucoup de mal. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des principes fondamentaux dans notre République, c'est la présomption d'innocence, c'est tant qu'on n'est pas condamné définitivement par un juge, on est innocent ou même présumé innocent. Laurent Marcangeli, je vous l'avais dit, vous n'êtes pas seulement avocat. Est-ce que Paul Jacob, lesté de cette condamnation si lourde, peut se présenter devant les électeurs dans 5 mois, même pas? Il peut légalement le faire. Après, politiquement, c'est une autre chose. Je ne vais pas vous dire ce que je ferai moi, je le garde pour moi. Je n'ai pas de conseils à donner. François Fillon a dit que s'il était mis en examen, ça l'empêcherait d'aller à la présidence. Je pense qu'il a raison. C'est ce que vous appliqueriez si d'aventure il se passe quelque chose, quoi. Je vous rappelle tout de même que lorsque mon élection a fait l'objet d'un soupçon, j'ai préféré remettre mon mandat plutôt que de faire appel. Vous êtes toujours législateur, vous l'avez dit. Une dernière question. Dans les pays nordiques, on interdit à vie d'exercer un mandat lorsqu'on a détourné des fonds publics. Il faut faire la même chose en France? Oui. Eh bien, ce sera sur cette réponse très claire que nous conclurons cette émission. Merci, Laurent Marcangeli, d'y avoir participé. Merci. Messieurs, merci également. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée cette fois-ci. Une semaine après la primaire socialiste, ce sera Emmanuel De Gentil, le secrétaire fédéral du PS en Haute-Corse, qui s'exprimera à Contraste. Intanto, buona settimana e buonasera a tutti.